d'être venu pour cette nuit noire. Donc, vous avez eu notre programme. La soirée se compose en deux parties. Et donc, tout d'abord, nous aurons cette projection débat autour de Michel Poivert, Gilbert Fastenekens et Karim Kall qui vont nous présenter leur photographie. Comme on le fait d'habitude, je présente très rapidement les intervenants. Michel Poivert, donc on a déjà eu le plaisir de vous accueillir ici. Tu es professeur... oui, on se tutoie, pardon. Tu es professeur... Comment ? Oui, oui. Donc, tu es professeur d'histoire de la photographie à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où tu diriges l'école doctorale d'histoire de l'art. Et à côté de cette activité d'enseignement, tes recherches portent sur l'histoire de la photographie, aussi bien du 19e siècle que du 20e siècle et de la création actuelle. Tu es l'auteur de très nombreux ouvrages, articles, communications. J'en citerai deux qui sont... on peut dire des ouvrages de référence. La photographie contemporaine aux éditions Flammarion en 2010, l'art de la photographie des origines à nos jours, co-dirigé avec André Günther aux éditions Citadel et Masneau en 2007. Comme commissaire d'exposition, tu as réalisé des accrochages patrimoniaux, mais aussi contemporains, dans diverses institutions telles que la Maison européenne de la photographie, le Jeu de Paume, le Musée Rodin, la Bibliothèque nationale. Parmi les expositions, je citerai notamment l'Utopie photographique, 150 ans de Société française de photographie, à la MEP en 2004. L'événement, les images comme acteurs de l'histoire, au Jeu de Paume à Paris en 2007. Dernièrement, l'exposition Gilles Caron, le conflit intérieur au musée de Tours, Jeu de Paume hors les murs. Peut-être que tu as un projet d'exposition à nous annoncer ? Non. Non. Et donc, je rappelle que tu es directeur de rédaction de la revue Études photographiques. Gilbert Fastenekens, merci d'être venu de loin. Photographe belge, donc vous venez de Belgique, tenant du style documentaire. Vous avez été reconnu dès les années 80 pour vos paysages nocturnes, en rupture avec le photoreportage dominant de l'époque. Dans ces mêmes années, vous avez participé à la mission photographique de la Datar sur l'aménagement du territoire et obtenu le prix Kodak de la critique photographique en 1986. Vous répondez à de nombreuses commandes en poursuivant donc une observation assidue de la ville, du paysage. Et vous semblez au moins autant intéressé par les lieux que par l'expérience visuelle et sensible qu'ils procurent. Vous êtes intervenu et intervenez toujours dans des écoles de photographie, d'architecture, universités, centres culturels, et vous êtes actuellement professeur à l'Institut supérieur libre des arts plastiques de Bruxelles. Vos photographies sont présentes dans de nombreuses collections publiques en Belgique et en France. Et vous avez commencé une investigation en vidéo autour du fou rire, c'est ça ? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, bon, enfin, pas seulement du fou rire. Hein. Le fou rire, c'était une période. D'accord. Et voilà, c'est. Une période heureuse, mais aussi une période où, peut-être en vidéo, je suis occupé à réinventer la roue, donc j'essaye de faire les choses en accéléré. Mais les fous rires faisaient partie de ça. Donc vous êtes représenté par, vos photographies sont présentes à la galerie Les Filles du Calvaire à Paris, et je vous renvoie donc sur le site de la galerie pour aller voir les nombreuses références d'exposition et publications de Gilbert. Karim Kall, vous avez fait vos études aux Beaux-Arts de Grenoble et à l'école de photographie de Vevey, et vous réalisez un travail photographique depuis 2003. Un questionnement à travers la photographie sur le rapport entre identité et territoire est un peu présent dans tous vos travaux. De Cayenne à Alger, en passant par Évry, vous mettez en image des architectures et entre autres celle du logement social, tout en explorant des questionnements sur l'histoire, la société, autour des questions comme l'héritage colonial, la complexité liée aux migrations. Vous vivez à Lyon, où on a pu voir un certain nombre d'expositions, ainsi que dans la région lyonnaise et aux alentours. Et le musée de l'histoire de l'immigration donc, détient un certain nombre de photographies. Et on peut voir maintenant, en ce moment, une installation photographique et une série de photographies, de 12 photographies, c'est ça ? C'est ça, une nouvelle acquisition. Oui. Nouvelles acquisitions, et c'est tout récent.
Oui, c'est accroché depuis septembre. D'accord, ok. Bon, à vous la parole, merci. Merci beaucoup, Aude. Bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir. Nous accueillerons Michel Semeliaco en fin de séance qui fera la projection de quelques-unes de ses images, pour certaines célèbres, puisqu'il est un des grands photographes du nocturne et il a accepté, je le remercie d'emblée, de nous guider pour ceux d'entre nous qui nous retrouveront au musée tout à l'heure pour cette excursion nocturne. Donc Michel nous retrouvera tout à l'heure. Je voudrais d'abord remercier Guillaume Salem pour sa confiance le jour où j'ai dit qu'il faudrait faire la nuit noire dans un musée. Je ne pensais pas déclencher cette soirée-là. Et donc voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de directeurs qui risqueraient l'aventure de ce soir. Donc merci Guy de cette confiance. Merci à Aude d'avoir coordonné cette soirée. Et je dirais juste 2 mots d'actualité de nos amis invités. Gilbert Vastenekens aura une rétrospective non loin de Paris, à Bruxelles, au Centre d'Art Le Botanique à partir du mois de février. Donc je crois que ce sera un moment important pour tous ceux qui suivent ton travail. Et je pense qu'il y aura une publication qui ira avec. On pourra, tout à fait, oui. On pourra découvrir ou conserver la mémoire de cette exposition. Et Karim, de ton côté, il y a une exposition actuellement à la Halle, le Centre d'Art de Pont-en-Royan en Isère. Et demain, après-demain, dans 2 jours, au Centre hospitalier de Chambéry, qui est très dynamique aussi dans les commandes. Mais ce n'est pas pour ces futures expositions en place que j'ai souhaité vous réunir à travers cette idée du nocturne. Alors, 2 mots d'introduction, si vous voulez, parce que c'est une drôle d'idée que celle de s'intéresser au nocturne en photographie. J'allais dire que c'est pour moi une sorte de question latente, d'envie, de passion un peu dissimulée. Je ne suis pas un noctambule particulièrement, mais quand je regarde des images photographiques, le nocturne, la nuit, m'apparaît vraiment comme ce qui serait une sorte d'éclipse quotidienne. À un moment donné, il fait noir et des tas de choses se passent en termes de vision. Et finalement, représenter la nuit, représenter le noir semble, dans l'histoire de la photographie, tout simplement une gageure, une paradoxe, une impossibilité. Par le fait technique, bien sûr, photographier quoi quand il n'y a pas de lumière, ça semble un petit peu étrange. Et pourtant, dans l'histoire de la photographie, assez tôt, cette question de photographier la nuit est apparue. On en a des exemples célèbres, peut-être que celui qui s'est débattu avec les premiers éclairages artificiels, c'est Nadar, qui a fait ses premières photographies dans les égouts de Paris, puis dans les catacombes, nous en a donné les premiers exemples. Et finalement, depuis ces années 1860-1870, l'idée que le nocturne pouvait être aussi un terrain photographique est née. Et à partir de là, on pourrait faire une histoire de la photographie de nuit, qui ne serait pas simplement une histoire technique, mais je crois une histoire esthétique. Ce n'est pas du tout dans cette ambition-là que nous nous retrouvons ce soir, mais plutôt pour essayer de dialoguer autour des questions qui se sont posées à ceux qui se sont mesurés à cet exercice. Alors, sans tomber dans le jeu des définitions, le nocturne, ce n'est pas la nuit. Le nocturne, ce n'est pas la nuit, et le nocturne, ce n'est pas le noir. Pour moi, le nocturne, en historien d'art, si je puis dire, c'est avant tout un genre. C'est un genre parce qu'on le connaît à travers l'histoire de la peinture, notamment de la peinture romantique, on pense à Whistler et à tant d'autres. Le nocturne, c'est entrer dans un monde de l'imagination qui pose, je dirais, des difficultés de représentation, mais qui, je crois, s'inscrit surtout dans un imaginaire, d'ailleurs qui peut être littéraire, qui est celui du monde du crépuscule, du crépusculaire, qui a un rapport à l'énigme, à la magie, et qui, pour moi, est une forme de dramatisation du quotidien dont on verra, je crois, des exemples intéressants. Et puis, quand je regarde des images faites la nuit, pour dire les choses plus simplement, j'ai le sentiment que c'est avec ce genre-là que la photographie dialogue avec elle-même au mieux. C'est-à-dire qu'elle dialogue avec 2 choses, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans vos images. La première, c'est avec la question du noir et blanc, parce qu'on peut faire des nocturnes en couleur, mais souvent ça pose un certain nombre de difficultés, et je crois que cette question du noir et blanc, qui semble si intimement liée à la génétique de la photographie, se pose là d'une manière particulière. Et puis au-delà même du noir et blanc, la question du négatif.
cette notion qui disparaît avec le numérique depuis une dizaine d'années, mais qui était consubstantielle à l'histoire de la photographie. Je crois que les images que nous allons voir entretiennent en positif un rapport aussi avec cette origine de l'image photographique qui est le négatif. La projection qu'on va voir ensemble, je l'ai voulu extrêmement simple dans son déroulement, puisque les deux photographes que nous allons rencontrer ne sont pas des monomaniaques du nocturne. C'est ça qui m'intéressait aussi. Ce sont des moments dans votre œuvre. Et on verra pourquoi, à ce moment-là, peut-être s'est posé des questions. Vous réalisez l'un et l'autre des images en des conditions, j'allais dire normales, en tout cas différentes. Mais j'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, cette question s'est posée dans votre inspiration. Et donc, on va voir des séries, peut-être pas complètes, mais en tout cas cohérentes, de chacun alternativement d'entre vous. Et je jouerai le rôle du Candide, mais je poserai peut-être parfois des questions sur le ressenti de l'un par rapport aux images de l'autre, pour démarrer cette promenade dans le nocturne. Alors je disais rapidement à Gilbert Fastenaken tout à l'heure que lorsque j'ai commencé à regarder de la photographie contemporaine, eh bien, c'est les premiers nocturnes finalement que j'ai vus contemporaines de la période dans laquelle nous étions. C'était dans les années 80. Et je crois que c'est la première fois où j'ai vu un artiste contemporain se confronter aux nocturnes. Et ces images, finalement, jusqu'à aujourd'hui, sont toujours restées présentes dans mon imaginaire. Certaines images que l'on va voir maintenant, Gilbert, sont des images qui pour toi sont anciennes, puisque oui, là on est dans 1980, donc oui, ça fait un bout de temps déjà, effectivement. On n'a pas décidé de les légender au coup par coup parce qu'on va se laisser un peu porter, mais néanmoins, j'étais content qu'on puisse commencer par cette image parce qu'elle me semble composer toute la complexité du nocturne. Tu es dans l'espace public quand tu fais cette prise de vue. On voit un intérieur qui communique avec l'extérieur. L'intérieur est allumé, l'extérieur est éclairé par l'éclairage public, mais néanmoins on est la nuit. Et on a l'impression que, si on concentre un peu son regard, on voit une image accrochée dans ce salon et qu'on a tout de suite une sorte de mise en abîme, à la fois de l'architecture et des rapports à l'espace public. À ce moment-là, tu es dans une série autour de la question du nocturne. Avec quels moyens, d'abord, tu réalises cette image ? D'abord, oui. Peut-être juste un petit préalable quand même, c'est que, enfin, comme tu sembles l'avoir dit, quelquefois on a voulu définir cette période comme étant, enfin, et aussi me cataloguer comme un photographe de nuit. Il suffit de renvoyer le contraire, dire est-ce que tu es photographe de jour pour comprendre la pauvreté de cette définition. Donc en fait, c'est par le jour que je suis venu à la nuit, curieusement quand même. C'est, je pense, je faisais, avant les années 80, les années 76, 77, 78, du reportage, c'est-à-dire, voilà, d'une certaine façon, c'est ma formation. Je faisais plus ou moins 1000 films par an, ça veut dire 36 000 vues par an. C'est ce qui m'a réellement formé, c'est-à-dire que bon, à ce rythme-là, d'une certaine manière, même plus ou moins d'un, on parvient à faire, peut-être pas un cheval de course, mais enfin en tout cas on parvient à former quelque chose. Et je me suis retrouvé peut-être au bout de toute cette période, c'est-à-dire fin des années 79, avec énormément d'images, et sentant surtout une seule chose, c'est que probablement je ne parvenais plus à être en phase avec une certaine esthétisation du reportage à ce moment-là. Je parvenais à tout mettre en boîte assez facilement, trop facilement sans doute. Et puis surtout, dans le reportage, et quel type de reportage aussi s'agissait-il, hein, j'allais emmerder des photographes comme Joseph Koudelka ou d'autres sur les terrains où ils étaient. J'avais 20 ans à ce moment-là, une petite vingtaine d'années. Et donc, ça veut dire le Portugal, l'Espagne, les fêtes folkloriques, les processions. Je n'avais pas spécialement le goût de cela, mais disons, ça permettait simplement d'avoir énormément d'événements en une journée. Et donc, surtout, ce qui a déclenché peut-être ce passage vers la nuit, c'est que le jour, bon, voilà, il arrivait d'être sur
des fêtes qui se déroulaient une journée entière, 10, 15 films, c'était énorme. Et pourtant, j'avais la sensation que les ombres s'allongeaient, le jour déclinait, et que je n'avais jamais été au bon endroit. Et un jour, en me laissant surprendre par la nuit, j'ai vu que je continuais à faire des photos, mais simplement, les temps de pause devenaient de plus en plus longs. J'évacuais aussi la foule, les personnes, les gens, et restait d'une certaine manière le décor qui avait sa force, et surtout aussi qui permettait peut-être de mettre entre parenthèses ce sentiment de ne jamais être au bon endroit, de sentir que le jour s'étire et qu'on n'était pas tout à fait à la hauteur. Là, comme je travaille au début en tout cas avec l'éclairage public, que ce soit à 10 heures du soir ou à 6 heures du matin selon les saisons, ça va tomber de la même manière. Et donc ça me permettait de calmer en moi quelque chose et de pouvoir vraiment déambuler dans un décor. Et donc les moyens très vite ont changé. Je suis passé du 24-36 au moyen format. Enfin, c'était peut-être pas de ces moyens-là dont tu parlais, absolument, oui. Mais ils sont pleinement, je trouve, ils accompagnent ça parce que je suis quelqu'un qui est relativement attaché aux valeurs descriptives quand elles sont nécessaires. Et la nuit, forcément, on a l'impression que peut-être on ne voit pas, l'horizon ne porte pas. Et pourtant, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais simplement, effectivement, on parvient à avoir une technique suffisamment au point que pour avoir pratiquement plus de détails que l'œil, qui est quand même déjà un fantastique matériau pour regarder, pour discriminer d'une certaine manière dans le noir. Et donc, très vite, je suis passé au 4-5 inches, et voilà. Et disons que ça, c'est la période... Enfin, tu les as mis peut-être, je ne sais pas, oui, plus ou moins chronologiquement. Ou encore, il est nécessaire peut-être d'avoir un point lumineux. C'est celle qui, peut-être d'une certaine manière, aujourd'hui, j'ai le plus de mal à les regarder. Mais petit à petit, je quitte ça. On ne voit plus que les effets de la lumière. Alors, de temps en temps, ça revient parce que c'est pas... Hein, l'avancée dans un travail n'est pas comme ça crescendo. C'est fait de retour en arrière, de stagnation, de mise en doute. Mais voilà, c'est une période qui a duré de 80 à 87. Et comme tu l'as dit, effectivement, depuis 87, à peu près comme tout le monde, je dors la nuit maintenant. Enfin, plus ou moins en tout cas. Mais c'est surtout une période qui m'a fait comprendre que je peux déambuler à l'intérieur d'un décor, que le décor peut être assez puissant, assez évocateur, que les acteurs, on en voit toujours... La trace, c'est avant ou après, mais bon, d'où le fait d'avoir énormément de valeurs descriptives dans les images, parce que bon, là, c'est encore une fois, c'est des repros, mais si on est devant les originaux, il y a une palette de gris très très riche qui permet de rentrer dans les détails et pratiquement d'avoir une présence physique des choses. Et donc, c'est vraiment ça, c'est ces deux tandems, c'est à la fois chercher une présence physique des choses pour elles-mêmes, le décor pour lui-même, et aussi moi-même, d'une certaine manière, me sentir peut-être plus calmé par rapport à cette difficulté d'être dans le temps présent. Et alors ce contretemps, on pourrait dire, ce temps à contre-pied du nocturne, tu laissais entendre que, bien sûr, la projection ne peut pas ici rendre justice aux images, mais est-ce que le moment de la réalisation, de la production, du tirage de ces images t'a emmené aussi vers autre chose. Le fait de tirer des images nocturnes, est-ce que le rapport aux valeurs, au jeu de valeurs, puisque c'est une esthétique valoriste par définition, est-ce que là aussi ça t'a emmené ailleurs que dans les images que tu pouvais produire pour le reportage, par exemple ? Oui, bien sûr. D'abord techniquement, j'avais mis relativement au point et un développement et une forme de surexposition qui faisait que j'avais des négatifs qui pouvaient ressembler à une nuit américaine ou même à un effet de jour. Donc il fallait absolument retrouver la valeur de la nuit. Et cette valeur-là, c'est une valeur tout à fait subjective, bien entendu. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, c'est dans le laboratoire qu'on retrouve, parce qu'on a les détails pour le tirer pratiquement de jour. Donc il faut vraiment pousser certaines parties, voilà. Et puis c'est vrai aussi qu'à l'époque il y avait certains papiers, un papier chez Ilford qui s'appelait Ilford Gallery,
qui était un papier qui ne fonctionnait pas très bien dans les blancs. Il avait des blancs relativement pauvres, par contre il avait des noirs très très riches. Et ça permettait de nouveau, et c'est d'ailleurs tout ce que j'ai cherché par après, peut-être pas tellement dans ce travail-là, mais de pratiquement ne plus avoir de blanc ni de noir, mais une palette de gris très présente. Et voilà, une fois cette esthétique, cette écriture-là mise en place, après on la décline, on varie. Quand on regarde ces images-là, il y a aussi la question de l'iconographie. Il y a le moment, il y a la technique, il y a l'iconographie. J'ai le sentiment que ce qui est le fil rouge, si je puis dire, de ces nocturnes, c'est une certaine forme, on a parlé de décor, mais un certain type de décor, où la question d'une forme de désuétude pouvait être là, voire de ruine, voire de désaffection, de lieux industriels, etc. Est-ce que, pour certaines que j'ai gardées en mémoire, notamment, il y avait vraiment cette dimension d'un ruinisme contemporain. Est-ce que la nuit, c'était aussi une manière de montrer un décor, on va dire, moins flatteur, avec une charge dramatique sur notre rapport à l'urbanisme ou à la modernisation ou à la crise architecturale des années 80 ? Est-ce qu'il y a eu, voilà... Oui. Sans faire pléonasme, parce que la nuit charge déjà peut-être d'une couche qui, quelquefois, dans le cliché, peut être un peu lourde. Mais c'est sûr que j'ai essayé de travailler dans des zones un petit peu, ce que ça appellerait des zones grises. En fait, encore une fois, j'interrogeais peut-être un pan de ma propre vie ou de ma propre jeunesse, parce que j'étais jeune à l'époque, mais enfin de ma propre jeunesse en tout cas, où je suis né dans une zone indéfinie. On entendait à la fois à 5 heures du soir les sirènes d'usine et le tracteur rentrer à la ferme. Donc j'ai cherché assez vite effectivement le tissu industriel, des zones intermédiaires, une manière aussi peut-être d'être déjà dans les coulisses de la ville, dans l'arrière des bâtiments, de ne pas être sur ce que les rues ou ce que le théâtre a à montrer, mais ce côté coulisses aussi m'intéressait énormément. Donc pas l'équivalent du jour, autre chose que ce qu'on montre le jour aussi. Oui, tout à fait. Pas simplement autrement le jour, mais autre chose que le jour. Oui, parce que d'ailleurs, je faisais des repérages le jour, mais assez souvent, elle n'avait de raison que d'une certaine façon de mettre un terrain de jeu, j'ai envie de dire. Mais ça se révélait encore autrement par la nuit. Ça se révélait autrement par l'éclairage public ou par l'éclairage de la pleine lune vers la fin. Donc, c'est sûr que c'est certainement pas effectivement des choses qui se révélaient le jour. Oui. Ça va être un élément, je pense, qui va conjuguer aussi vos travaux, cette question de ce que l'on montre la nuit. Karim, tu connaissais le travail de Gilbert sur cette période-là? Tu as eu l'occasion de voir des livres, des expositions? Oui, je connaissais l'ouvrage de la Datar, et puis j'ai rencontré plusieurs fois son travail ces dernières années. Après, je ne suis pas sûr d'avoir la même approche et les mêmes préoccupations que Gilbert. Je ne pense pas que ce soit un travail qui m'a inspiré, mais en tout cas, je l'ai en tête. Ouais. Alors moi, je faisais le lien sur cette question iconographique, non pas parce qu'il y aurait une identité iconographique, mais parce que tu t'es intéressé, toi, Karim, à des lieux où l'architecture va compter d'une manière très particulière, mais qui sont aussi des lieux, je dirais, pas nécessairement consacrés par la photographie de jour. Et on va peut-être arriver là à quelques images, notamment d'une série sur les logements sociaux. Est-ce que, pour toi, d'abord, quand tu as commencé à sortir faire des images de nuit, il y a eu des tentations de lieux particuliers qui pouvaient avoir une certaine forme de dramatisation en eux-mêmes, ou est-ce que d'emblée, la question du logement social s'est imposée, et pourquoi? On va arriver à la série.
On est toujours sur les images de Gilbert, mais normalement, on ne devrait pas trop tarder en focalisant tout doucement. Alors, je ne lui ai pas donné le nom des villes, mais on circule, Bruxelles, Le Havre, Lens. On est autour du nord, de Rotterdam, au nord de la France, et de l'autre côté, jusqu'à Berlin. Alors, est-ce que, je dirais la tentation, mais ce n'est pas une critique, mais la tentation de lieux abandonnés, de lieux en transition, a été présente quand tu t'es intéressé à aller faire des images de nuit, ou est-ce que le logement social en tant que tel, qui a été beaucoup photographié de jour, hein, je le dis aussi intentionnellement dans la photographie contemporaine, voilà, comment tes pas t'ont guidé vers cette thématique-là qu'on va déployer maintenant? Alors peut-être je peux resituer le contexte, oui, bien sûr, le contexte de fabrication de cette série. J'ai été sollicité en 2011 pour réaliser un travail sur un grand ensemble de régions parisiennes qui est à Évry, qui s'appelle les Pyramides, qui est un grand projet qui a été réalisé dans les années 70 par Andro et Para, qui en 2011 était sur le point d'être classifié patrimoine du XXe siècle. Je connaissais le quartier pour y avoir déjà réalisé un travail sur une situation assez spécifique relative à un foyer Sonacotra. Je connaissais le quartier, tout de suite j'ai appelé un petit peu mes relais sur place en leur demandant comment ça se passait dans le quartier, et on m'annonce que dans le même temps, la Poste, les services postaux arrêtent de livrer des colis et des recommandés dans le quartier parce que les facteurs se mettaient en danger. Donc c'est un quartier qui avait de gros problèmes d'insécurité, et donc il y avait un double mouvement, un mouvement de validation, de célébration quelque part par les institutions étatiques d'une proposition architecturale, urbanistique notable, et dans le même temps un retrait des services de base de l'État. Et du coup, il a fallu que je trouve une résolution. Donc j'étais invité à être en résidence dans le quartier pour réaliser un travail photographique sans orientation, il n'y avait pas d'attente précise. Le service culturel de la ville me demandait de porter mon regard sur la cité. Et tout de suite, évidemment, l'élément central, c'est le bâtiment, c'est le logement social, c'est cette densité très impressionnante. Alors on a deux types de bâtiments là sur les images qu'on vient de voir, des choses qui sont historiques comme ça, qui sont vraiment signées par Andro et Para, et puis l'ensemble a été réalisé au début des années 70 jusqu'en 73, 74 je crois, la crise pétrolière est arrivée, et donc l'ensemble du projet n'a pas été fini, et donc il a été agrémenté de nouveaux bâtiments depuis 30 ans maintenant, donc c'est un projet qui n'en finit pas de s'étendre. Et l'ensemble de ton travail de résidence a été tourné vers cette question de travailler nuitamment ou pas nécessairement? Alors, je voulais me confronter au bâtiment, je voulais me confronter au geste architectural, et je voulais convoquer la mythologie urbaine qui est liée à ces ensembles, des questions de mystère, des questions de danger, des questions voilà, le caractère qui nous échappe de ces grands ensembles qui sont loin, qui sont presque porteurs d'une forme d'exotisme quelque part pour le reste Donc de la société. Le Nocturne révélait pour toi plus directement cette mythologie, je reprends ton terme. Le Nocturne, et j'ai introduit dans mon protocole photographique un flash très puissant qui vient rééclairer le bâtiment quand je réalise l'image. Donc c'est pas une approche naturaliste ou documentaire, mais il y a quand même une volonté presque fictionnelle dans ma proposition. Donc à chaque fois, alors tu à la chambre? Tout à la chambre, en négatif argentique, et alors
aussi peut-être ce qui m'est personnel, une recherche de contraste, de tension finalement formelle, qui souhaite traduire un petit peu cette tension sociale dans laquelle je me plongeais, et donc un travail sur les négatifs qui était presque opposé à d'autres démarches plus descriptives. Alors ça, c'est un prolongement du projet, donc initié en 2011. J'habitais à Lyon, donc je suis resté quelques temps à Évry, et puis en rentrant à Lyon, les problématiques sont les mêmes. Autour de toutes les villes de France, on a les mêmes situations, et du coup, j'ai continué ce projet à Lyon. Donc avec le même dispositif, et je poserai tout à l'heure la question à Gilbert aussi. On vous imagine la nuit avec du matériel, avec une concentration, avec des repérages qui ont pu être faits. Alors on est un oiseau de nuit, on est tout seul, sans assistant, avec des assistants, une équipe. Comment se passe le travail de prise de vue dont on voit qu'il doit être très maîtrisé? Alors moi je suis seul, avec mon matériel, ce qui me permet d'avoir je rencontre du monde, hein. C'est des territoires qui sont vraiment qui sont très habités, et ça me permet d'avoir la qualité de dialogue que je désire. Finalement, j'engage personne d'autre que moi et mon matériel. Et puis, évidemment, je suis confronté à des gens qui n'ont pas spécialement ou forcément envie d'être photographiés, ou à ce qu'on représente leur quartier. Il faut savoir que aussi les quartiers populaires en France ont une dimension culturelle. Il y a un ancrage qui est fort de la part des habitants, des jeunes habitants, qui se revendiquent d'un quartier, qui se revendiquent d'une rue, et ils en sont les dépositaires quelque part. Et ils sont dépositaires du territoire, mais ils se sentent aussi dépositaires de l'image de ce territoire. Et du coup, il y a un échange à mettre en place, et il faut un petit peu se faire accepter. Donc là, on est à Lyon. Lyon qui a une spécificité, on place des éclairages, des sortes de gros halogènes en haut des tours, étrange, ce sont qui servent à éclairer les pieds d'immeubles en fait, pour enlever un maximum de zones d'ombre dans ces grands ensembles. Donc l'architecture à laquelle je me confrontais, elle a des caractéristiques normalisées quelque part. C'est aussi pour moi l'occasion de me confronter au geste architectural, au geste de l'État à destination des populations les plus modestes. Et elle a donc des caractéristiques souvent géométriques assez simples que j'essaie de capter. Et elle sert aussi, donc, on le voit à Lyon, de support pour ces spots de surveillance en fait. Donc elle a une espèce de double articulation normalisatrice, de redondance. Est-ce que la notion de décor qu'on a évoquée tout à l'heure suffit à caractériser ce lieu que tu photographies? Parce que tu parlais de la présence des habitants qui peuvent venir te voir, qui sont présents le soir. Cette notion de décor, j'ai l'impression que tu parles plus d'architecture que de décor dans ton intention. Alors peut-être même pas d'architecture, mais de lieu de vie en tout cas, et de signes comme ça, de bâtis. Oui, et c'est vrai que l'objet, l'immeuble, la tour, la barre, c'est mon sujet. Plus que l'environnement. Exactement. On évoquait tout à l'heure la réalité matérielle des tirages. Que deviennent ces images une fois travaillées? Dans quel format et avec quelles exigences de tirage? Alors pour ces architectures, j'ai réalisé des tirages en 140 de grand côté. Je crois que c'est 105 par 140 l'homothétie. Et on est sur des papiers mat texturés de l'anémule pour donner un caractère presque graphique, pictural au noir et aux zones sombres. Et le format, est-ce que donc on a des 1m40, ouais.
Donc dans l'espace d'exposition, on a affaire à des choses qui ont une présence presque sculpturale. L'idée, c'est d'engager physiquement un dialogue avec le visiteur, ouais, tel que ces bâtiments l'engagent quelque part. Alors on le voit, on a abordé la question d'une iconographie à la fois architecturale et sociale. Gilbert, est-ce que cette question que vous évoquiez d'ailleurs avec l'heure de la sortie de l'usine comme de la rentrée du tracteur, est-ce que cette question sociale, est-ce que vous avez présenté plutôt les choses comme finalement le nocturne venant être une aventure qui vient en contradiction avec le travail du reportage classique et un peu tayloriste? Est-ce que pour vous la nuit a été un moment de retrait, de méditation, ou la question sociale de voilà, qu'est-ce qui se passe la nuit, où on est la nuit, est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas, dans votre travail ou face aux images? C'est sûr que c'est une mise à distance des questions sociales, enfin, en tout cas, directement, mais en même temps, de par le choix des lieux, on ramasse suffisamment de choses encore pour qu'elles donnent de l'information. C'est la même chose pour le travail qu'on verra peut-être après, que j'ai appelé Essai pour une archéologie imaginaire. On y arrive. Où d'une certaine façon, bon, encore une fois, ce sont chaque fois... C'est pas que je sois égotiste en disant ça, mais ce sont des pans que je mets à distance de mes propres parcours. Donc avant d'être photographe, je suis ajusteur-tourneur, donc c'est un métier plutôt en usine. Je viens d'un milieu, on va dire, plus que modeste pour être décent. Et la photographie me permet vraiment de mettre à la fois, non pas ce milieu à distance, mais en tout cas de mettre d'une certaine manière, de ne pas me sentir dans l'obligation. L'obligation de devoir en rendre compte. Néanmoins, quand j'ai entamé le travail pour la Datar, j'ai décidé de travailler immédiatement sur l'industrie lourde, l'industrie finissante à l'époque, la métallurgie, charbon, etc. Et forcément, il y a une littérature photographique. Quand j'emploie le mot littérature, c'est parce que quelquefois elle est très parlante aussi, peut-être trop bavarde. Une littérature photographique a été très abondante sur tout ce qui a pu cristalliser les moments de crise, les années 60, 70 et autres autour de ces lieux. Et donc, je ne voulais pas rajouter à ça. Et par contre, en travaillant par exemple à l'intérieur des usines, en montrant encore une fois le décor pour ce qu'il est et pour son côté évocateur, il y a une force présente qui a peut-être une chance de s'échapper d'une lecture immédiatement anecdotisée de l'homme et de la machine. Mais encore une fois, les valeurs descriptives étant là des images, on n'ignore à aucun moment qu'on est à l'intérieur d'usines. Bon, là, là, on est beaucoup plus dans des recherches, je dirais, de signes où on est la ruine dans son dernier état. Hein. Si on sait ce que c'est une maison, il reste le corps de cheminée. Mais le signe, la nuit, éclairé comme il est là, devient un totem, devient temple aztèque, devient, enfin, comme on a pu en voir un peu avant. J'ai l'impression que, donc, l'archéologie pour un imaginaire, que la question des analogies formelles est très importante. C'est-à-dire que vous mettez le spectateur dans cette position qu'il peut d'ailleurs avoir quand il déambule nuitamment, de voir des choses à la place d'autres, et que la photographie vous permet, tout en restant effectivement sur une fonction a priori très descriptive, de révéler, nous révéler ce que les formes peuvent évoquer dans notre esprit, ce qu'on appelle finalement la perception imaginative. Et on a l'impression que votre travail, il est autour de cette question du mystère et de la possibilité de produire du mystère, tout en étant effectivement à l'intérieur, on va dire, de structures qui évoquent par leur force le monde du travail, ou plus largement d'ailleurs, des zones dont on comprend qu'elles ne sont pas nécessairement
zones de pittoresque, une sorte même l'envers d'un pittoresque, qui serait quelque chose de plus dramatisé par sa massivité. J'ai l'impression que là où vous faites apparaître apparaître des formes et éventuellement des symboles, on est dans quelque chose qui est plus clairement des images mentales que ce qu'on a pu voir avec Karim, où on était on parlait de mythologie tout à l'heure, mais là j'ai l'impression qu'on est presque plus dans une relation plus individuelle à ce qu'on peut percevoir la nuit. Oui, tout à fait. Le légendage ne veut rien dire. Ici, par exemple, si on disait que c'était un laminoir ou un fourneau ou un convertisseur, voilà. Par contre, effectivement, c'est un signe puissant, fort qu'on reçoit. On en reconnaît, on en reconnaît les contours plus ou moins, et puis on se comporte un peu aussi. Enfin, en tout cas, c'est presque comme un barbare qui confond toute civilisation, mais où il y a des signes suffisamment forts que pour voir que c'était une civilisation forte et puissante. Voilà, c'était peut-être l'Empire d'Occident, ou je ne sais. Mais voilà, donc, moi j'essaye de ne pas en rajouter par rapport à ça, parce qu'on est quand même déjà aussi, là c'est un autre pan, on est dans une certaine monumentalité face à ces décors-là. Donc, il faut essayer de mettre les choses en sourdine, enfin de se mettre soi-même en sourdine, mais surtout le cadre aussi, de ne pas rajouter dans le gigantisme. Les lieux le sont déjà suffisamment, ils sont déjà suffisamment broyeurs de choses. Voilà. Mais tout ça est contenu, et c'est vrai que ma chance entre guillemets, c'est ce que j'aimerais bien d'une certaine manière, c'est qu'à la fois on voit ce que c'est, mais que ça a la possibilité d'aller ailleurs aussi. Et en même temps, cette monumentalité de ces vestiges industriels, quand je les regarde, j'ai l'impression qu'ils sont la fin de course d'une iconographie photographique qu'on a pu connaître avec l'héroïsation du travail chez Collard, chez Lewis Hine dans les années 30, où on avait, alors là c'était par contre parfaitement lustré, parfaitement en état de marche, mais la question de l'échelle produisait le même spectacle d'une certaine manière. Là on a l'impression qu'on est effectivement dans un Hubert Robert du XXe siècle, c'est-à-dire on est dans la beauté de ce qui reste, une beauté fonctionnaliste. Est-ce que quand tu fais ces images, tu as aussi en tête ce temps un peu légendaire de l'iconographie moderniste des années 20 et 30, des avant-gardes pour aller vite? Oui, je l'ai. C'est comme si on est allé en territoire connu aussi, quand on rentre sur ce type on reconnaît finalement. Voilà, on reconnaît les choses, comme quand on se balade à New York, on ne peut pas faire un coin de rue sans y voir un film, un photographe, une description littéraire ou autre. Donc là aussi, forcément, je me retrouve très vite face à des signes connus. Mais il n'y a plus d'héroïsation. Les héros sont fatigués, ou en tout cas, on ne les voit plus. Et par contre, on n'a jamais, d'une certaine manière, montré peut-être les décors. Enfin, la puissance qu'ils peuvent avoir simplement à être posés là, à être défaits d'une certaine manière aussi, à être dans des rapports gigantesques ou autres. Enfin, si on imagine que ce qu'on vient de voir, c'est une hotte pour laminoir, voilà, on a une échelle des choses. Mais la monumentalisation, néanmoins, est là. Comment tu regardes rigoureusement à la même époque la publication des livres des Becher, par exemple, où là, on est dans un ordre parfait de l'inventaire, de la série, du monument. Et on a l'impression que tu produis presque une sorte, comme si on retournait le gant des Becher, où là on parle dans la nuit, on n'est plus dans le système, mais on est aussi dans une forme de ruine, mais dans quelque chose qui serait plus un terrain d'expérience, de déambulation, qui m'emmène plus du côté du surréalisme, de la balade, de la rencontre de hasard. Comment tu regardes ceux qui traitent aussi cette question de l'industrie à la même époque? Disons d'abord avec respect, et puis eux sont réellement dans un protocole de travail.
Si on regarde bien leur travail aussi, c'est des collectionneurs. Ils n'auraient pas pu collectionner des laminois ou des hauts fourneaux, donc ils les ont photographiés. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent d'ailleurs. Après, ils enferment ça effectivement dans un protocole de travail, un processus qui ne va pas changer pratiquement pendant 40 ans. On peut trouver ça désolant ou au contraire d'une très grande force. Pour avoir vu il n'y a pas si longtemps une rétrospective des Becker, je me suis surpris quand même à regarder chacune des images et avoir un plaisir fou à les regarder parce que c'est des terrains que je connais. Donc oui, ça c'est l'antithèse effectivement. Ça ne veut pas dire pour ça que sans mauvais jeu de mots, c'est quand même des cousins germains pour moi. Ils ne sont pas si éloignés. Peut-être dans ce travail-là, oui, d'une certaine manière. À leurs yeux, je dois être un horrible romantique. Mais c'est vrai que c'est vraiment un territoire de déambulation. C'est un territoire aussi qui s'étend. Il faut essayer d'imaginer qu'il y a quand même des lieux qui ont une charge violente, par exemple, quand je travaillais dans la banlieue de Birmingham, dans des moments un peu difficiles, et que la photographie, parce que les pauses durent de 4 minutes à 1 heure, ne rend rien de tout cela. Et ça me plaît énormément. Au contraire, il y a une espèce de côté comme ça, presque intemporel. Le temps ne s'écoule plus, il est là posé. Et donc, entre la manière de travailler et ce que les images rendent, il y a une espèce de silence, alors que c'est des endroits hyper bruyants. Alors là, maintenant, je parle sur les images, mais si je me taisais un peu, les images ont un silence qui est... donc, c'est toutes ces qualités-là qui me plaisent. Et en même temps, je travaillais avec souvent la peur au ventre. Même si j'étais très à l'aise la nuit aussi, parce que là, dans la manière de travailler, alors on peut laisser, comme quand on est parti pour une demi-heure de pause, on peut laisser l'appareil et commencer déjà à avoir la vue suivante. Ne pas trop s'éloigner, mais par moments, je m'éloignais de manière très très lointaine. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, bien sûr, qui est central. Cette question du temps de pause, durant lequel on peut penser à autre chose. Ça aussi, c'est quand même une expérience. C'est-à-dire que techniquement, vous êtes l'un et l'autre en mesure de vérifier le temps nécessaire à la venue de l'image. Mais c'est une opération qui est quand même spécifique au lieu privé de lumière et bien sûr à la nuit. Comment on vit ce temps-là, Karim? On parlait de romantisme tout à l'heure, là on vient de reciter ce terme. Est-ce que toi, quand tu travailles, quand tu poses la chambre, que tu discutes éventuellement avec des gens qui sont là, mais ce temps de pause, là, même si tu balances ce coup de flash, est-ce qu'il se pose le temps de pause pour toi de la manière que pour Gilbert? Alors, pas tout à fait. Du coup, je vais révéler, mais c'est pas vraiment des nocturnes que je fais. On est quand même à l'aurore ou au crépuscule, avec des temps de pause qui sont relativement courts. Je suis à quelques secondes, 4, parfois 6 secondes. Et en fait, j'ai un temps d'attente où j'attends que le ciel devienne ce que je veux qu'il soit. Avec ces valeurs de lumière qui viennent produire un effet d'auréole derrière mon bâtiment, avec le haut de l'image qui va être absolument noir. Et du coup, j'ai un temps d'attente physique, moi, personnel, avec mon matériel, où j'ai réglé, où j'ai effectué tous mes réglages. Et après, j'ai 1 minute dans laquelle je vais pouvoir réaliser 1, 2 vues. Mais parfois, je passe 1 heure, 2 heures sur place. Ouais. Donc, c'est un petit retournement. Mais oui, qui est une pause, qui n'est pas nécessairement la pause technique, mais qui est une pause Absolument. d'attendre, d'avoir la lumière. Ça fait plus penser à Frédéric Evans, quand il parle comme ça, quand il parle du fait que lui ne veut surtout pas toucher à ses tirages. Frédéric Evans étant une grande figure du pictorialisme anglais, qui était un puriste, qui voulait surtout pas retoucher ses négatifs, mais qui disait qu'il attendait, quand il photographiait notamment les cathédrales françaises, le moment, il pouvait patienter très longtemps pour avoir le moment où il y avait un ray de lumière. C'est une forme d'attente qui n'était pas nécessairement une pause technique.
Pardon, du coup, Non, mais je voulais revenir à ce que les temps de pause, Gilbert, là, sont des temps de pause extrêmement longs, j'imagine. Oui. C'est ça, je vous dis, enfin, je te dis plutôt, ça va de 4 heures, hein, de 4 minutes à 1 heure. Donc, ça veut dire que sur une nuit, plus ou moins de 6 ou 8 heures, si je fais 6 ou 8 vues, c'est énorme. Et au début, j'avais pas de chronomètre, donc je comptais aussi. Donc, par exemple, dans une nuit comme ça, une nuit étoilée, la Terre continue à bouger, on pourrait avoir pratiquement, si on a un petit calcul à faire, le passage du temps qui s'imprime littéralement, quoi. Et donc ça, par exemple, au début, dans les années 80, je voulais absolument pas que le passage du temps se fasse sentir. Donc je repiquais toutes les étoiles. Et puis au fil du temps, j'ai laissé parce que... Tu as laissé filer. J'ai laissé filer. Je trouvais aussi que d'une certaine manière, ça marchait très très bien, voilà, sans abuser de ça. Ça marchait très très bien par rapport à, encore une fois, à cette idée d'archéologie imaginaire, mais aussi voilà, ici, d'une certaine manière, de cette sphère avec... Enfin bon, je ne vais pas vous décrire, ce serait lamentable. Mais donc oui, les temps de pause sont quelque chose d'important, je trouve aussi, parce que physiquement, j'ai toujours été intéressé de savoir... Bon, là, c'est tout du film, hein, c'est du négatif. Donc, il y a une pénétration des photons dans l'halogénure d'argent, etc., etc. Enfin, bon, au fil du temps, qui se fait. Et j'ai l'impression aussi que quelquefois, bon, voilà, ça c'est moi qui ai envie de le croire, que ça se charge évidemment d'une certaine épaisseur. Un peu comme cette photo de Dieter Appel qu'on connaît, où on voit sa main. La main, elle a l'air légèrement bougée, c'est une image qu'on aurait pu faire au quart de seconde, mais quand on en lit la légende, on a vu que c'est une pause de 4 heures ou quelque chose comme ça. Donc ça prend d'un coup une autre dimension, ça ne change rien peut-être à la vision première de l'image, mais ça lui met une épaisseur. Et j'ai envie de croire, oui, qu'il y a cette épaisseur dans la nuit, dans le temps de pause, du coup qui évacue évidemment aussi tout le... On pourrait croire le vivant, mais donc les gens qui passent n'y sont pas. Pourtant, sur 1 heure de temps, il y a énormément de gens qui passent. Donc ça veut dire aussi que quand je travaille en ville, je dois mettre la main devant l'objectif chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, d'être attentif à ça. Quelqu'un qui passe avec son mégot de cigarette, ça ferait une petite ligne. C'est tous les clichés de la nuit que je ne voulais surtout pas. Je voulais que ce soit vraiment arrêté. Et comme je disais, je n'avais pas de chronomètre au début, donc il y a des fois des gens aussi qui venaient à côté de moi commencer à me parler. Et j'étais à, par exemple, je ne sais pas, 172, 173, 174. Et vous êtes là parce que... Oui, mais voilà. Donc, pour dire que la nuit aussi, quand on reste longtemps, et ça j'adore aussi, évidemment, c'est encore une fois, on le verra plus tard, c'est vraiment quelque chose qui était déjà en marge là, d'une certaine manière. C'est que j'adore d'abord passer du temps et de regarder. Et donc, on voit énormément de choses. 1 heure de temps de pause, ça permet d'observer plein de choses, les faits et gestes. On voit très bien que dès qu'on sort de la voiture, à 3 heures du matin, je mets le trépied et tout, les rideaux commencent à bouger. Il y a des gens qui m'ont vu. Pour essayer de calmer le jeu, je prends un mouchoir, je me mouche fortement, ou je tousse énormément. Enfin bon, j'essaye de montrer que, voilà, que je suis avec de bonnes intentions, parce que je sens bien que ça peut toujours dégénérer. Quelquefois, ça dégénère. Des gens qui hurlent en disant, je ne sais pas, un jour c'est arrivé, voilà, c'est à cette heure-ci que le maire vous envoie parce que vous n'osez pas venir la journée prendre les mesures. Évidemment, il m'avait pris pour un géomètre, il y a une autoroute qui doit passer dans ce lieu. Oui. Donc voilà. Donc c'est plein de micro-anecdotes comme celle-là, mais c'est aussi plein de petites choses qu'on voit se dérouler, qu'elles soient triviales ou non, parce que la nuit aussi, il y a plein de... Mais, est-ce que la nuit, à travers les anecdotes, et je me tourne vers Karim, est-ce que la nuit est nécessairement, je veux dire, sa représentation et l'expérience de sa représentation est nécessairement dépositaire d'un degré anxiogène? Est-ce qu'on ne peut pas être totalement décontracté quand on travaille la nuit et dans l'image qu'on a envie d'en donner? Tu disais que voilà, tu es face à des territoires qui peuvent être tendus. Est-ce que toi aussi, on t'a pris pour un suppôt de la municipalité parfois ou...
Ça m'est arrivé, mais j'ai quand même plus de contacts souvent avec des patrouilles de police qui me demandent ce que je fais là. Hein. Et en général, quand je leur explique très précisément ce que je fais, ils me laissent tranquille, ils s'en vont. Ils sont déstabilisés. Je leur cite un petit peu les choses qui m'intéressent, tout ça. Ah, d'accord. Et puis ils s'en vont. Oui, il y a une tension certaine dans nos villes. En France, la nuit, c'est pas des espaces bucoliques, quoi. On est quand même sur l'expression de choses assez fortes, je trouve, et puis il y a des choses qui ressortent systématiquement. Et ça, quelque chose qui m'intéresse. J'aime être confronté, j'aime être plongé dans des ambiances un peu électriques, et ça fait partie de mon travail et de mon plaisir. Ouais. Là, on est devant l'archéologie imaginaire de Gilbert Fastenaken, mais pour l'un et l'autre, est-ce que pour vous, le nocturne, la nuit, si on concède la réduction, est-ce que c'est un espace politique? Est-ce que ça peut l'être, ou est-ce que on a parlé de ce qui peut être une forme de romantisme d'un côté, mais aussi de dramatisation de l'autre? On a parlé de la question sociale, la question du monde du travail, de l'architecture, du temps qui passe. Est-ce que c'est un espace politique particulier, le nocturne? Au sens de la vie de la cité. Hein, Oui. Je vois ou alors comme attitude, quoi. Oui, comme attitude. Mais pas dans ce qui est décrit. D'accord, pas dans ce qui est décrit, mais dans l'attitude d'aller dans l'espace de la nuit. Mais il est vrai aussi que, bon, voilà, sans faire de la poésie à 5 balles, il y a une part aussi quand même d'indicible à l'intérieur. Enfin, le mot, je n'aime pas trop parce qu'il est galvaudé, mais enfin, il y a une part, comment dire, pour moi, beaucoup plus métaphysique que politique. Oui. Et en même temps, pour moi, il y a une très franche rupture dans ces années 1980, notamment avec ton travail, de ce que j'avais moi en tête du nocturne avant de voir ces images, qui était Brassailles, par exemple. Oui. Le nocturne, c'était vraiment le pittoresque, c'était les petits métiers de la nuit, les prostituées, les graffitis, c'est-à-dire un monde, alors aussi, qui a cette dimension pittoresque pour le coup. J'ai l'impression que chez l'un et chez l'autre, on n'a pas de présence humaine, ou à la marge, qu'il y a aussi un refus de cet humanisme du nocturne brassaillien et d'autres, probablement. Oui, très certainement. Mais c'est aussi... la nuit est aussi riche que le jour. Donc ça veut dire que l'air de rien, c'est quand même aussi le paysage dont je parle, paysage urbain, etc. Donc, sans rentrer dans les genres photographiques, la nuit, on peut faire du portrait, on peut faire du nu, on peut faire, etc., etc. Donc on peut aussi faire des choses pittoresques, enfin bon voilà. Donc moi, d'emblée, ce qui a été posé, c'est plutôt de l'ordre paysager. Karim, on va regarder une série qui va nous emmener vers d'autres formes. Je ne sais pas si on va s'approcher, mais j'ai envie de reprendre cette question qui semblait peut-être être plus facile à envisager avec ton travail, qui était la nuit comme espace politique. Est-ce que toi qui sembles à la fois extrêmement attentif à l'architecture de l'habitat collectif, à la vie dans les banlieues, est-ce que pour toi, 2 jours, il y a des choses que qui ne t'intéresseraient pas sous l'angle politique, que tu vas retrouver la nuit, ou manifestement on ne voit pas d'événements, hein? Il y a un effet d'accentuation. Tu parlais tout au début de notre rencontre de dramatisation du nocturne. Effectivement, il y a un effet de mise en tension qui s'opère. Mon sujet étant plus la question de la relégation et de la sectorisation de la ville que le nocturne. Le nocturne étant un moyen pour traduire quelque part la matérialité du corps social dans ces espaces. Alors les espaces qu'on voit là semblent être presque le contre-champ de ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que là, dans cette série, sauf erreur, on va surtout être confronté à une forme de vide.
Alors, c'est une des caractéristiques, un des paradoxes des quartiers de périphérie, c'est qu'en contrepoint de l'extrême densité des logements, il y a des espaces vacants, des choses qui sont absolument absentes des centres-villes, de nos centres-villes. En périphérie, on a des terrains vagues, on a des espaces indéterminés, non productifs. Quelque part, on a une forme de territoire à moins haut rendement que dans le reste de la ville. Et c'est aussi un marqueur de la question de la périphérie et de la relégation. Donc ce travail, je l'ai abordé, j'avais envie de convoquer une zone muette dans mon image, une forme de retrait de la documentation, du caractère documentaire, une mise en retrait de ma capacité à documenter. Et donc j'ai accéléré mes temps de pause pour ne plus avoir du tout de lumière, d'atmosphère, d'ambiance, d'éclairage urbain. Et toutes les images sont éclairées avec mon flash, comme ça, qui vient, dans un effet de matérialité, éclairer le premier plan, l'élément sur lequel on marche. Voilà, terrain vague, on sait de quoi il est constitué. Le regard ne porte pas. Il y a un espace indéterminé en arrière-plan, un espace vacant, un espace de liberté potentielle. Voilà, c'est une espèce d'allégorie comme ça de la liberté. Alors là, un petit peu moins, mais en périphérie. Quand on voit les images qu'on est en train de découvrir, est-ce que tu te confrontes pas aussi à ce qu'on pourrait appeler d'une manière un petit peu rapide, une forme de minimalisme dans tes images aussi? Parce que là, on est sur des fois des choses extrêmement peu lisibles, pas du fait d'ailleurs de l'obscurité, mais du fait du référent, si je puis dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Absolument. Et en plus, il fait nuit. Absolument. Et en plus, on n'a pas assez de lumière pour tout voir. Ouais. C'est un peu induit par le début du projet, en fait, où ces architectures, elles sont quelque part minimalistes dans leurs caractéristiques ornementales, dans l'ambition de la proposition architecturale. On est face à des monolithes assez simples, et c'était une évidence que petit à petit, j'allais me diriger vers une abstraction plus picturale pour poursuivre le traitement de ces territoires qui m'intéressent. Ouais. Parce que quand on voit une image projetée, mais exposée, c'est-à-dire que le tirage de cette image, par exemple, dans les formats que nous indiquait tout à l'heure, on a l'impression qu'on est presque dans le calque. L'image, son corps physique devient elle aussi monumental. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est pratiquement... on reprend le cube, même si ce n'est pas un cube, on reprend le rectangle qui est le rectangle de l'architecture, et on a l'impression que là, il y a un rapport, c'est moins ce que l'on voit que la matérialité même de ce que représente l'image. Je parlais de minimalisme parce qu'effectivement, on a presque l'impression de voir des sculptures, non pas de regarder des sculptures, mais d'être face à des sculptures, face à ces images. Complètement, et un effet de carottage dans le réel, hein, qui est une chose hyper importante. Donc pour préciser ce que tu dis, les images sont tirées sur des papiers barytés avec des contrastes assez importants, et les images sont contrecollées sur du dibond, sur de l'aluminium, sans encadrement. Donc on a vraiment cette espèce de zone obscure qui se détache du mur de l'espace d'exposition. Et alors, dans cette série, tu vas quand même t'intéresser, j'allais dire presque à une forme de mobilier urbain. Je ne sais pas si on peut l'élever à cette condition-là. Ce que tu appelais les entraves. Là, on va y arriver, je crois. Donc, qu'est-ce que c'est que ces entraves? Qu'est-ce qu'on va voir? On est sur des éléments de contrainte, de déplacement des corps, ou sur du signe d'éléments normalisants dans l'environnement urbain, des panneaux publicitaires, des arrêts de bus, du bâtiment de zones commerciales ou industrielles. Là, c'est une médiathèque à Bron. Qui vient jouxter cette zone obscure quelque part. Et on a ce caractère normatif de la ville, ou en tout cas normalisé, qui jouxte un espace indéterminé dans une espèce de proposition paradoxale qui m'intéresse. Voilà. La façon d'éclairer au flash ces lieux, subrepticement, moi j'ai le sentiment en tant que spectateur, à la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on est
on est plus dans une forme de déambulation. On a l'impression que cet éclairage est furtif et non pas permanent, parce qu'on ne voit pas la source de lumière. Et du coup, c'est pas tellement le syndrome du veilleur de nuit, mais presque de l'animal qui voit la nuit. Est-ce que, parce que ça induit non pas une narration, mais une sorte d'amorce presque d'histoire, est-ce que cette dimension de récit t'intéresse quand tu fais ces images-là? Alors ça, c'est induit par le positionnement de la lampe qui est proche de l'optique et du coup finalement qui induit un rapport de confrontation au réel. C'est un éclairage qui est presque un peu plat, qui est presque un petit peu comme des phares de voiture. Il n'y a pas de... C'est le phare de voiture, oui. Il n'y a pas d'angle d'incidence de la lumière pour emmener dans un espace narratif. On est vraiment dans une proposition de confrontation physique et matérielle avec l'environnement urbain. Ouais. Et ça, c'est induit par le positionnement de la lampe. Alors tout à l'heure, avec Gilbert, on évoquait les références qui pouvaient être mobilisées sur l'imaginaire machinique des avant-gardes. J'ai l'impression que, bien qu'on soit dans des entraves, des lieux spécifiques, toi, ton imaginaire de référence, ça va être aussi, tu parlais du minimalisme, de la sculpture. On a l'impression de voir des Carl André, de voir des sculptures de toute cette génération, ou voir surgir des Tony Smith. Est-ce que, non pas que tu cherches, mais est-ce que tu trouves aussi dans la nuit, au-delà de l'architecture, une présence de la sculpture minimale, ou alors c'est moi qui projette? Alors c'est absolument ça. Déjà, la sculpture minimale, je pense, est présente dans nos environnements urbains en tant qu'objet fonctionnaliste, hein, quelque part. On est sur de la forme géométrique simple. Là, c'est un plaquage, par exemple, sur un mur d'agence bancaire. Il est reproductible, il est normalisé, il est présent dans toutes les villes. Cette convocation du minimalisme, elle se fait par cet effet d'obscurité qui surgit en fait de l'arrière-plan et qui vient donner des caractéristiques dans de très grandes proportions à mes images, des caractéristiques mutiques quelque part. Et ça, accolé à ces éléments assez simples formellement de mobilier urbain, effectivement, c'est un langage formel qui se situe dans le minimalisme sculptural et pictural des années 70 et puis des années 80 et encore aujourd'hui avec les néo-géos et des peintres qui s'en revendiquent aujourd'hui. Ouais. On évoquait tout à l'heure les vertus de l'image nocturne pour révéler ou traduire en tout cas les différences de matière. Là, on est totalement dedans. On a l'impression que c'est une image de jour ne produirait pas cet équivalent presque haptique. On a l'impression que la structure pierreuse qui vient dialoguer avec l'écran blanc qui reflète un parallélépipède, on a vraiment l'impression que la matière se révèle dans le nocturne. On n'a pas du tout parlé de la lune, par exemple, à aucun moment donné. Cet éclairage pourtant si puissant et si romantique ne traverse les zones que vous fréquentez l'un et l'autre. Il y a des lunes. On a vu des étoiles tout à l'heure. On les voit pas, on la voit pas, mais on en voit ses effets. Ces effets, oui. Oui. Alors ces effets, est-ce qu'ils sont est-ce qu'on peut choisir les effets de lune ou il faut s'en protéger? Je veux dire par là, est-ce qu'une lune peut être gênante? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, si elle est dans le ciel, un temps de pause, enfin la lune se déplaçant très rapidement, un temps de pause d'1 heure, ça fait un boudin blanc dans le ciel. C'est pas vraiment ce que j'ai envie. Par contre, oui, la manière dont elle éclaire, c'était une manière aussi, à un moment, par exemple, quand j'interrogeais il faut savoir qu'on le sait peut-être déjà, qu'en Belgique, quand même, on est suréclairé, les autoroutes et tout ça, mais aussi les routes, les villes, etc. Et qu'il est très difficile de sentir la limite d'une ville. Par exemple, peut-être aujourd'hui, je ne sais plus, parce que je déambule plus la nuit en France, mais en France, c'était assez facile. On sait qu'on est sorti de la ville quand il fait noir. En Belgique, on peut se retrouver de Bruxelles à Charleroi, qui font 50 km, en étant toujours pratiquement éclairé, donc on ne sait pas où est la limite de la ville. Et donc, l'effet de la lune ne peut se voir qu'évidemment dans le noir absolu, enfin dans un noir en tout cas où il n'y a plus d'éclairage urbain. Et donc c'est une manière aussi d'interroger la périphérie, particulièrement en France ou en Allemagne, où les choses sont beaucoup plus
limité d'une certaine façon. Enfin, l'éclairage public se limite à une certaine zone. Et donc, ça donne des lieux, enfin, des choses sublimissimes aux yeux. Parce que quand même, l'air de rien, bon, j'oserais pas le dire comme ça, et pourtant je le dis, il y a une certaine beauté qui est recherchée quand même dans les images. Il y a un attachement à ça. Je vois bien qu'au fil du temps, il y a un attachement à cette chose. Alors, qu'est-ce que c'est beauté? Bon, c'est pas un gros ça c'est mot. très beau, voilà, mais c'est pas pour le commun des personnes. Mais pour les photographes, je ne sais trop. Moi, je trouve très intéressant d'arriver à cette série maintenant, qui, vous l'avez noté, s'intitule Hommage irrévérent sur Robert Adams, puisque on a évoqué des références, des univers qui ont pu féconder votre esprit, vos intuitions, votre inspiration. Mais là, on rentre avec cette série dans un dialogue avec un autre photographe, avec une personnalité importante de ta génération, même plus largement. Oui, ça comment naît cette volonté de jouer avec un hommage irrévérencieux? D'abord la découverte de Missouri West, un livre qui n'est peut-être pas le travail le plus fort, quoi, qu'en même temps j'aime beaucoup ce travail de Robert Adams, que je découvre en librairie. On est, je sais pas, 83, 84, 85 peut-être. Je comprends rien à ce travail, vraiment. Mais je sens qu'il y a quelque chose, il y a une manière il y a une manière d'approcher l'espace qui me plaît énormément. Et donc, comme j'ai une capacité de vampiriser les choses, je vais vampiriser Robert Adams. Enfin, vampiriser en tout cas Missouri West. D'une certaine manière, pour peut-être en comprendre mieux les tenants, hein, ça rappelle toujours enfin, c'est dans le journal de Matisse, il le dit comme ça. On est, je pense, en 1902-1903, et il découvre les tableaux de Cézanne, et il dit qu'il n'y comprend rien, enfin, ce que je doute un peu, mais enfin, il n'y comprend rien. Et pendant 2 ans, il va pratiquement travailler comme Cézanne, sans rien en montrer, bien entendu, et pour pouvoir, de l'intérieur, prendre distance. C'est exactement la même chose ici. Il y a une écriture qui est mise en place, qui ressemble assez à Missouri West pour ceux qui ont le livre en tête. Enfin, c'est pas des images citatives non plus. L'irrévérence vient aussi du fait que Missouri West, c'est un travail où Robert Adams est allé d'une certaine façon d'abord sur un lieu qui était censé ne pas avoir beaucoup bougé. Et puis c'est un lieu aussi où avait migré la première génération des Adams. Il ne s'appelait pas Adams, mais je ne sais plus quel nom, enfin bon, famille allemande. Et donc c'était une manière de retourner sur un terrain qu'avaient connu ses aïeux. Et évidemment, on connaît le travail de Robert Adams maintenant largement, il y a toujours dans ces images, d'une certaine façon, l'usure ou l'usage du territoire. D'ailleurs, territoire et plus paysage. Et donc là, c'est exactement la même chose. On est sur un territoire qui semble être presque naturel, fait de petites collines, montagnes et autres. Mais en fait, on est sur un territoire hautement toxique. Hein, c'est le bassin potassique de Mulhouse, qui, depuis, je pense, a été assaini. Enfin, je ne sais trop. En tout cas, ils ont reçu des primes européennes pour le faire. Et ce territoire me permet, bon, encore une fois, je le dis comme ça, me sentant bâtard dans les gènes, ça me permet de faire un clin d'œil d'une certaine manière et d'aller sur un territoire qui n'était pas là il y a une centaine d'années, qui n'est plus là peut-être aujourd'hui, et pourtant, de bien des points de vue, il ressemble à un territoire dont de toute façon de micro-organismes ont repris le dessus, donc un territoire dit naturel. Mais cette manière de travailler comme ça un peu à distance ou en parallèle avec des photographes, bon, c'est une chose qui m'accompagne assez souvent parce que je suis quelqu'un qui effectivement aurait tendance à vampiriser.
Alors ce contrepoint diurne à ce que nous avons vu jusqu'à présent, outre le jeu de l'irrévérence et de la tentative d'approche et de compréhension de l'œuvre de l'autre à travers la pratique, montre aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le caractère radical de ton travail que l'on a pu voir sous une forme nocturne n'est pas différent de la radicalité que l'on voit ici. Aucune possibilité, aucune inspiration n'aurait été pour toi de travailler ici de manière nocturne, par exemple, d'essayer de travailler sur une forme de mystère. On a l'impression qu'avec ces nuages, cet art des dégradés, des valeurs que l'on a dans le nocturne, rien n'avait besoin d'être plongé dans la nuit. Non. C'est suffisamment radical en soi pour être traité, j'allais dire, de manière plus conventionnelle. Oui, et c'est aussi comme un atelier, hein. C'est-à-dire que Robert Adams a regardé Carleton Watkins, comme moi je l'ai regardé aussi. Alors comment, si on le regarde comme un photographe, comment photographier, je sais pas, les grandes prairies? Rien n'est plus banal d'une certaine manière, en tout cas pour l'œil, parce qu'il n'y a pas d'aspérité ou de choses comme ça. Et si on regarde comment Carleton Watkins le photographie, parce que il a besoin de beaucoup de lumière, l'éclairage, le soleil est au zénith, mais légèrement à contre-jour. Ce qui veut dire que comme on est légèrement à contre-jour, toutes les aspérités, toutes les herbes qu'on a en face de soi sont dans l'ombre. Et donc ça permet, depuis la première herbe jusqu'à celle à plus de 5 km, de vivre aux yeux. Et donc, quand on regarde un petit peu comment Robert Adams travaille, les moments où il travaille, particulièrement par exemple aux alentours des années 73, c'est vraiment cet héritage-là. Et là, je l'applique parce que je le vois, et je vois que ça fonctionne très très bien. Donc effectivement, je travaille pleinement, mais aussi avec une lumière, par contre, qui n'est pas nécessairement une belle lumière. Bon, là, c'est un peu différent, mais pas nécessairement une belle lumière. Enfin, une belle lumière. La lumière zénitale est quelque chose d'assez dur, mais si on l'emploie, comme je l'ai dit, relativement à bon escient, ça permet de redessiner en tout cas le paysage. Moi, je trouvais très intéressant d'avoir ce contrepoint diurne, parce que quand on regarde ces images, à un moment donné, on ne sait plus si on est de jour ou de nuit. C'est assez étonnant parce qu'on voit finalement que l'image génère son propre diurne ou son propre nocturne, qu'on n'est pas nécessairement une vue de jour ou une vue de nuit, mais une image comme celle-ci, par le jeu des valeurs qu'elle propose et le fort contraste sur lequel elle est construite, j'allais dire, traverse ou écarte le problème du diurne ou du nocturne. Et que c'est la question que j'évoquais en introduction tout à l'heure, du noir et blanc, mais ce n'est bien sûr ni le noir ni le blanc, qui finalement se pose comme élément de construction de l'image. Et cet hommage-là à Franck me semble, outre la question du paysage que tu viens d'évoquer, vraiment aussi de rappeler et de montrer qu'une image tient par ses valeurs. Et que ce soit un effet de nuit ou un effet de jour, finalement, l'image a sa propre économie de lumière. Et cette image, pour moi, elle est aussi mystérieuse que si elle était de nuit. Alors, on n'y gagnerait peut-être pas tellement plus en émotion ou en tenue. Non, il n'y a rien à rajouter. Ouais. Alors, Fort de l'eau, drôle de titre, on est où? Alors, on est dans une petite ville en périphérie d'Alger qui s'appelle Fort de l'eau. Et donc j'ai poursuivi mon... On va dans la nature, hein. On a vu qu'on arrive dans la nature. Alors on est quand même dans la ville, mais c'est une des spécificités. Alors j'ai essayé de poursuivre, ce travail que j'ai engagé sur le mobilier urbain et en Afrique du Nord, dans le reste de l'Afrique, mais je pense dans beaucoup d'endroits où les infrastructures sont moins développées. L'élément naturel sert de mobilier urbain. Là, on est en bord de route, on a des roseaux, une espèce de sentier, voilà, qui vient traverser d'une route à l'autre. Et là, on est dans une ruelle. Là, on est presque désorienté. Hein. On ne sait plus. Là, on est dans une ruelle, donc l'arbre, le palmier. Sert d'objet de signalisation routier, avec un marquage
un marquage de peinture. Et donc on a une espèce de transposition comme ça. La circulation, la vie en collectivité nécessite un mobilier urbain, des limites, des marqueurs. Mais on a alors là une ruelle avec son sol en terre dans un quartier résidentiel. Mais l'élément naturel joue ce rôle de point de repère, de référent urbain, et il a une charge poétique qui est un petit peu plus importante, et du coup la transposition n'est pas exacte, on est entraîné dans une autre histoire. On a le sentiment, quand on voit se dérouler rapidement, d'une manière un peu chaotique, ces séries, que la nuit que nous avons retrouvée tout à l'heure avec l'architecture, avec l'urbanisme, avec notre histoire contemporaine, arrive par le biais des éléments d'architecture, de rapport à la sculpture minimaliste, là, à quelque chose qui devient de plus en plus rigoureux, presque vite parfois. Là, tu es dans une poétique de la limite aussi de la compréhension des images. Alors, le sujet amène des décisions photographiques et la mise en place d'un protocole, des résolutions formelles quelque part, et puis ensuite, ces résolutions formelles amènent aussi à approfondir un regard et à des transpositions, à une évolution, et effectivement, si le sujet a initié la qualité des images au départ, ensuite c'est les images qui vont emmener aussi sur des territoires qui vont être prétexte à réaliser des images en continuité. Un magnifique sujet classique de la photographie, la vague. Je ne parle pas de celle de Legret au XIXe siècle, mais moi je n'avais jamais vu une vague nocturne comme ça, aussi simple, aussi... Là, c'est juste un flash. C'est juste un coup de flash qui vient capter l'écume, en fait, le seul élément blanc qui renvoie la lumière. La surface de l'eau étant orientée vers le ciel, elle ne renvoie pas la lumière. Il n'y a que les gouttelettes de l'écume qui renvoient cette lumière. Et donc, toujours sur ces questions de conditions matérielles, quelque part, de déambulation, tout ça, la limite, la frontière absolue en Algérie, c'est la mer qui coupe comme ça le continent africain de l'Europe et qui pour beaucoup est une entrave absolue. Donc c'est pas du tout un support de projection poétique ou c'est un élément matériel fort, structurel et qui est une entrave absolue, et j'avais envie de la montrer de cette manière. Les noces, Gilbert Fastenhaken, c'est un mariage entre quoi et quoi? La nature et le jour, ou l'éclaircie? On est passé quand même de l'architecture peu à peu à des éléments de nature. Oui, là, la valeur est un peu trop claire, mais bon. On est passé surtout dans une acceptation pour moi. Pour mettre un cadre rapide à ce travail, qui paraît trop clair à l'écran. C'est une forêt domaniale, près de Laon, sur un ancien champ de bataille, le chemin des Dames. Cette partie de forêt est sur un village martyr, Craonne, qui n'a pas été réhabilité, enfin, les quelques habitants après 14-18 restants n'ont pas décidé de réinvestir ce village, ont planté des arbres, et puis les arbres sont restés, enfin, d'une certaine façon, ont été rendus à eux-mêmes. Et c'est une forêt assez grande. Je travaille sur un petit territoire qui fait 30 mètres sur 100, délimité par des lais et puis par une route. Je pourrais aller ailleurs, mais voilà, j'essaye de couper court aussi peut-être à ce que je disais tout à l'heure en reportage, de croire que c'est mieux ailleurs. Là, j'ai cru que c'était bien là où j'étais. Je travaillais avec un matériel relativement lourd, il fait quand même 15 kilos, 15-17 kilos. Donc c'est un matériel où on ne déambule pas beaucoup, on reste 3-4 heures sur des petits périmètres. Et il se fait qu'à un certain moment, on s'y ennuie, par chance. On laisse passer aussi la fébrilité du photographique, de vouloir répondre à tout prix aux changements subis des choses.
Et bon, voilà, je l'ai dit comme ça dans un texte, je le redis parce que je ne le vis plus tout à fait aujourd'hui, mais je l'ai vécu là d'une certaine manière. À force d'être là, on devient vraiment littéralement le paysage. On n'est pas plus ou moins important que le végétal ou que l'arbre. Enfin, il ne s'agit pas de mettre un ordre sur les choses. On s'écoule en même temps, en tout cas. Et pour la première fois, peut-être tout simplement, ça a été un lieu où j'ai accepté le temps présent pour ce qu'il était. Et donc, les images n'essayent pas de rendre compte de ces moments-là, parce que ce serait ridicule. Et d'ailleurs, même, la photographie n'a plus cours à ce moment-là. Elle n'est plus nécessaire. Il aurait peut-être fallu, par sagesse, que j'arrête d'ailleurs. Et donc, je n'ai pas arrêté. Je vis d'une certaine manière de cette expérience-là, après. Je reprends évidemment une écriture qui redevient peut-être un petit peu théâtrale, ou celle qu'on a pu connaître peut-être déjà dans les nocturnes. Et une forêt, évidemment, d'une très grande densité, où il n'y a pas d'horizon pratiquement, les choses sont bouchées, mais en même temps, il y a énormément de possibilités à l'œil. Encore une fois, dans ces valeurs descriptives qui sont prises avec, non pas dans un excès de netteté, mais tout simplement dans une très grande présence physique. Donc c'est plus une ascèse, pratiquement, ce travail, enfin pour moi en tout cas. Pour le spectateur, c'est autre chose, et c'est très bien. Oui. Non, ce qui est assez étonnant, et j'avais envie qu'on termine la projection de Gilbert là-dessus, c'est que c'est peut-être une vue de l'esprit, hein, mais que notre rapport à la nuit, et ça va dans le sens de ce que tu disais avec les éclairages publics, j'ai l'impression que fondamentalement c'est un rapport à la ville, à l'urbain, et parfois quand on est sur les éléments de nature, c'est pas vraiment ceux auxquels on pourrait s'attendre. Et cette série, qui est tout entière tournée, même si cette nature porte les stigmates de l'histoire, j'ai l'impression que la nature, c'est une affaire de jour. Alors est-ce qu'il serait possible de faire, d'une manière ou d'une autre, des images nocturnes de ces noces, de ces espaces? Peut-être, mais j'ai l'impression que la nature appelle le jour. On déambule la nuit, on est noctambule dans la déambulation nocturne, on fait des rencontres, on redécouvre la ville sous différents éclairages. En revanche, la nature, la nuit, offre peu de possibilités finalement, à l'imaginaire même. Oui, non. Disons qu'ici, c'est particulier aussi. Hein. On est sur un terrain très dangereux. Hein. Il suffit d'un rayon de soleil pour que ça ressemble à ce que les amateurs font l'automne dans les sous-bois, dans un genre d'ailleurs qui s'appelle les sous-bois. Je suis sur un fil aussi entre le 19e siècle. Bon. Donc, je travaille par temps gris, donc il n'y a pas d'ombre portée. Donc, d'une certaine façon, tout a même valeur. Ça permet de vivre assez loin. Donc, si on travaille la nuit avec la pleine lune, par exemple, qui ne mettrait pas non plus d'ombre d'une certaine façon, elle mettrait des ombres, bien entendu, mais elle éclairerait les choses de la même manière, on a peut-être une petite chance. Si je viens évidemment avec un éclairage, on est dans une autre histoire, quoi. Et la dernière image d'ailleurs, c'est une image assez minimale dans ses aspects, puisque on a une mise au point sur quelque chose qui n'est pas caractérisé, c'est une herbe. Le temps de pause, c'est un temps de pause peut-être d'une demi-seconde, il pleut ou il neigeote, on en voit un peu les effets. La profondeur de champ est courte. Pour moi, c'est le moment parfait d'une certaine manière, comme certains haïkus peuvent être parfaits, c'est-à-dire où on a à la fois on a une saison, on le dit avec très peu de choses, on a un moment, on est à l'intérieur de ça et en même temps on est spectateur. Voilà, c'est peut-être moi qui déraille, mais c'est un espace méditatif. Voilà. Merci à tous les deux. Je vais demander à Michel Semignaco de nous rejoindre pour, j'allais dire, repartir dans la nuit, s'il veut bien nous rejoindre. Juste 2 mots pour présenter Michel Semignaco.
Michel Semeniaco, qu'on a déjà accueilli en juin lors d'une table ronde. Et en fait, l'œuvre de Michel s'articule de façon double. Il photographie depuis 1980 des paysages, des architectures et des objets la nuit, et en privilégiant des lieux de mémoire dans lesquels il intervient à l'aide de faisceaux lumineux. Il nous racontera ça tout à l'heure. Dans un deuxième axe de recherche, Michel Semeniaco s'interroge sur le tissu social et plus spécifiquement sur la relation entre identité et altérité. Et pour cela, il a réalisé plusieurs séries de photographies négociées. Donc c'est ce qu'on avait vu lors de la table ronde du mois de juin, où le sujet photographié participe activement à la création de l'image. Michel Semeniaco a obtenu de nombreux prix et bourses, dont la bourse de la Villa Médicis hors les murs en 91, le prix Nadar pour le livre. Dieu de la nuit aux éditions Marval en 94. Michel, tu as aussi une activité d'enseignement. Tu as enseigné à l'université d'Amiens et tu interviens dans de nombreuses écoles d'art en France et à l'étranger. Tes images sont distribuées par l'agence Signature Maison des photographes. Ta dernière exposition, c'était à Arles, et c'est ça et au Mexique, vraiment tout dernièrement. Donc prenez en ce moment. le micro, Michel. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Michel Semeniaco, vous allez nous accompagner dans notre excursion nocturne, mais néanmoins, j'avais très envie qu'on puisse voir ou revoir quelques-unes de vos images, parce que vous êtes habitué du lieu, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Quelques images récentes et moins récentes que nous voyons, et on voit à quel point, quand on s'intéresse à la nuit, on est dans un univers déjà très différent avec cette première image. Vous êtes peut-être parmi les photographes contemporains celui qui, d'une manière la plus systématique, explore la nuit, mais d'une manière, j'allais dire, totalement différente de ce qu'on vient d'évoquer, puisque vous agissez la nuit, si je puis dire. On a parlé un petit peu de lumière tout à l'heure, mais alors vous êtes connu pour agir la nuit. Alors voilà, qu'est-ce qui continue à vous mobiliser dans cet imaginaire nocturne? Oui, d'ailleurs, j'irais bien photographier ta forêt, Gilbert. Alors voilà, je me vois bien déboulant avec mes lampes torches et mettre de la couleur dans cet espace. Et... Voilà. Un beau projet. Alors ça, c'est des images, on va donner un ton patrimonial en extrayant quelques images de votre large corpus, des images qu'on peut reconnaître. Comment on éclaire des monuments célèbres, moins célèbres ? Oui, alors je voudrais préciser que la sélection qui a été faite est un peu orientée par rapport à la visite de Absolument. Tout à l'heure. C'est vraiment très orienté dans le sens patrimonial. Alors, on est proche de la technique de Gilbert, c'est-à-dire qu'on est avec un trépied, avec un temps de pause assez long, qui là doit friser l'heure. Dans le cas présent. Mais je n'ai pas le temps de penser à autre chose. C'est-à-dire que pendant la prise de vue, je suis en train de courir autour de ce monument armé d'une lampe torche et donc d'éclairer les différents aspects, le premier plan, le chemin, même de monter à l'intérieur du bâtiment pour éclairer la petite tour qui se trouve au-dessus. Vous êtes un photographe luciole. Partout, là. Oui, assez insecte, oui. Il faut faire vite, il faut se dissimuler, évidemment ne pas s'éclairer. Gilbert l'évoquait tout à l'heure, quand il y avait quelqu'un qui passait dans la rue, il fallait masquer. Alors là, comment vous faites pour ne pas y être ? Alors, je ne m'éclaire pas. Oui, c'est ça. Et puis, sur mes lampes torches, il y a une sorte de petit parasoleil qui fait qu'il n'y a pas l'impact de la source lumineuse dans la prise de vue. On parlait de l'imaginaire urbain tout à l'heure, alors là on est dedans. Voilà, tout à fait. Donc là on a évidemment la ville qui sert de décor à cette vue de la coupole de l'Observatoire de Paris. Et évidemment ma
technique de travail me permet des interprétations de type pieuvre en train d'observer la ville. Oui, on parlait des analogies formelles, la nuit étant un des lieux de la transformation de n'importe quelle forme en quelque chose d'autre. Là, ça agit à plein. Il y a des focalisations sur des éléments de décor qu'on connaît bien. Voilà, quelques prises de vue qui ont été faites précisément dans le musée des monuments français, des moulages. Donc en voilà une. En voilà une autre où j'ai évidemment voulu tirer parti de la relation qu'on pouvait établir entre les moulages et le décor apparent à travers les fenêtres. On parlait de mystère, mais là on pourrait presque aller vers le caractère expressionniste. Pour moi, s'il y a une référence picturale, c'est bien l'expressionnisme. Oui. Oui. Alors évidemment dans le noir et blanc, mais vous le verrez d'autant plus dans la couleur par la suite. Voilà. Alors moi, c'est vraiment pour ça aussi que j'avais envie de vous entendre avant la visite, c'est parce que cette question, je ne l'ai absolument pas abordée, sachant que vous alliez être là, en parlant plutôt d'une analogie, voire d'une intensification de la question du noir et blanc dans le nocturne. Alors vous, par contre, c'est la question de la couleur qui est un peu votre marque de fabrique aussi sur le nocturne. À partir de quand ça arrive? C'est dès le début dans votre travail, la couleur? Non. Alors je commence à pratiquer la couleur à partir de 1995, c'est-à-dire à partir du moment où je peux trouver des... oui, c'est assez surex, mais bon, je peux trouver des sources lumineuses compatibles avec les surfaces sensibles. Puisque si je prenais une source tungstène, elle n'était pas compatible avec la lumière naturelle lunaire ou même la lumière urbaine ambiante. Par contre, à partir de ces années-là, on commence à trouver des sources de lumière très proches de la lumière du jour, autour de 5000 degrés Kelvin, 4008, 5000, etc., qui permettent l'usage d'un film lumière du jour avec des sources de lumière. Alors votre mode opératoire avec la couleur, il reste identique? Vous vous promenez avec des couleurs différentes ou vous éclairez Alors, au début, il était identique, et puis quand j'ai pu développer la technique en numérique, c'est devenu assez différent. C'est-à-dire au début, on est dans une forme très performative, hein, c'est-à-dire que toute la prise de vue doit être faite d'un seul jet, et donc il faut assurer, quoi. Il faut changer de gélatine, colorer, il faut courir dans l'image, etc. Alors que le numérique m'a permis de fractionner l'image en plusieurs images. Et donc, en simplifiant une image par couleur. Ce qui n'est pas tout à fait exact là, parce qu'il y a plusieurs images pour arriver à couvrir cette surface de rouge des arènes d'Arles, hein, par exemple. Ça, c'est votre tout récent travail, encore inédit sur Arles? Il a été exposé en juin, pardon. Et puis, oh non, je me trompe, en septembre, pardon. En septembre, et je vais le prolonger, ce travail, par de nouvelles prises de vue, et il sera représenté à Arles dans un an. Chers amis, c'est sur ces images nocturnes, mais polychromes, ou je ne sais pas quel mot employer d'ailleurs, coloré me semble un peu pauvre. Ce n'est pas la couleur des choses, c'est les couleurs que vous portez sur ce monde nocturne. On va regarder ces images tranquillement parce qu'on va devoir s'arrêter. Je voudrais remercier très sincèrement Gilbert Fastenakens et Karim Kall d'avoir joué le jeu des regards croisés et dire à tout de suite à Michel Semiako, parce que pour ceux qui partent en excursion, vous êtes notre guide. Merci à tous et très bonne soirée.